Son premier livre repris de justice racontait le parcours d'un jeune braqueur devenu directeur d'une maison de jeunes. Depuis, Yazid Kerfi a formé des policiers, des gardiens de prison et des travailleurs sociaux. En parlant de son expérience des quartiers populaires, dans son nouveau livre, il relate cette fois son engagement quotidien pour la prévention grâce à un outil de travail unique, un camping-car de médiation nomade. Chaque jour, chaque soir plutôt, il se pose au pied des immeubles à travers toute la France. Bonsoir Yazid Kerfi. Bonsoir. Merci d'être avec nous et bienvenue sur TV5 Monde. Merci. Ce livre, il a donc pour titre « Guerrier non violent, mon combat pour les quartiers » avec la collaboration de Joséphine Lebar et de Bahar Makoy, La Découverte édition. Peut-être d'abord l'actualité, si vous voulez bien Yazid Kerfi. Et cette image fait le tour de la France et pas seulement depuis hier. 2 policiers dont une femme violemment passée à tabac, rouée de coups, notamment une femme qui est au sol et certains s'acharnent sur elle. Que vous inspirent ces violences ? D'abord, c'est complètement condamnable, des gestes de cette manière, mais qu'on a intérêt aussi à quand même améliorer les relations entre les uns et les autres. Les policiers et les jeunes se connaissent, mais ne se comprennent pas du tout. Il y a des préjugés de part et d'autre. Donc, il y a un gros travail à faire sur le travail entre les uns et les autres, quoi. Justement, vous dites un gros travail à faire. Vous consacrez un chapitre de votre livre au dialogue. Vous appelez à relancer le dialogue entre la police et notamment les jeunes de ces quartiers, sans les stigmatiser. Mais quel est le problème? Parce que l'Union européenne condamne souvent la France aussi pour ses pratiques policières. Dans un mois, ça fera un an qu'a éclaté l'affaire Théo. C'est quoi le problème au juste entre la police et entre les citoyens en France? Mais il y a une méconnaissance des uns et des autres. Je pense que les policiers ne sont pas suffisamment bien formés pour travailler dans des terrains sensibles. Et je pense que le manque de dialogue et puis les préjugés qu'il y a de part et d'autre créent un dysfonctionnement, un malentendu. Il y a un vrai malentendu entre les uns et les autres. Et parfois, il y a des comportements policiers qui sont complètement injustes, condamnables et qui ne sont pas toujours condamnés. Mais que leur dites-vous alors aux policiers lorsque vous les aidez justement à mieux travailler dans ces régions? C'est d'abord mieux connaître ces environnements, comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe. Leur comportement, c'est-à-dire d'aller voir les professionnels, les animateurs, les éducateurs, parler avec les jeunes, parler avec les adultes. C'est ça, donc ils interviennent souvent quand il y a un problème. Il faut intervenir quand il n'y a pas de problème. C'est en temps de paix qu'on tisse des liens et pas en temps de guerre. Ça veut dire que vous vous inscrivez en faux avec ce qu'avait dit l'ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy, lorsqu'il avait dit dans le sud de la France, vous n'êtes pas payé pour aller jouer au rugby avec des jeunes? Complètement. L'important, c'est d'améliorer les relations entre les uns et les autres. Les jeunes n'en veulent pas aux policiers, ils n'en veulent aux mauvais policiers qui se comportent mal en général. Alors on va maintenant parler donc de votre nouvel ouvrage. Vous arpentez les quartiers populaires chaque soir avec votre camion, pour être précis, camping-car de la médiation. En quoi consiste cette démarche? L'objectif, c'est de réinvestir l'espace public, puisque s'aperçoit que quand on se promène le soir dans les quartiers, c'est un monde de jeunes sans adultes. Les adultes ont abandonné l'espace public. La plupart des centres, des maisons des jeunes en France ou des centres sociaux ont des horaires de mairie et c'est complètement aberrant. C'est la nuit et le week-end, il y a souvent plus de problèmes, de souffrances, de suicides, de toxicomanie, d'accidents de la route. Et à ces moments-là, à part les policiers, il n'y a pas grand monde sur le terrain. Donc c'est remettre en cause un petit peu le comportement des adultes. Et là, c'est quoi la conséquence? C'est aussi des citoyens qui se méfient les uns des autres. On se trouve au pied des immeubles, dans les halls d'entrée. On vit de plus en plus dans des mondes séparés. Les gens se parlent de moins en moins. Et pour améliorer les relations, il faut recréer ce dialogue. Alors vous, que vous disent au fond, après quoi? Après 18h, après 18h30, allez, on va dire à partir de 19h, les femmes et les hommes de ces quartiers populaires que vous rencontrez? Souvent, ils me disent, de toute façon, les gens ne nous aiment pas. Hein. Ils ont vraiment l'impression de ne pas être aimés. Ce qui manque, c'est un manque d'amour, quoi. Les gens du centre-ville n'aiment pas les gens des quartiers, donc forcément, les gens des quartiers n'aiment pas les gens du centre-ville. Ça, c'est une logique de guerre. Ouais. Mon travail, c'est d'aller dans une logique de paix. Ouais. Il faut qu'à un moment donné, se rapprocher pour pouvoir parler. Provoquer la rencontre pour se connaître pour se respecter pour vivre ensemble. Et ça, c'est essentiel. Il faut la provoquer, cette rencontre. Et décloisonner donc les territoires et que chacun ne se dise pas « c'est mon territoire, c'est le sien, chacun reste dans son camp ». De quoi manquent les habitants de ces quartiers populaires? De quoi souffrent-ils concrètement, au-delà de l'image et dont ils se sentent victimes et des discriminations? Oui, ils se sentent d'abord le travail, la formation, de meilleures relations avec tous les acteurs de la ville, un peu d'espoir, parce qu'ils espèrent avoir de l'espoir, et puis surtout parler d'amour, parler de vivre ensemble, qu'à un moment donné, on a besoin de vivre ensemble, de pouvoir s'entendre et de pouvoir faire quelque chose en commun, quoi. Vous disiez il y a quelques instants qu'à partir d'une certaine heure, certaines et certains se sentent abandonnés et n'osent même plus sortir de ces territoires. Il y a un chapitre sur les femmes qui a pour titre « Où sont les filles ?» Pourquoi un tel chapitre?
Mais parce que la nuit, souvent, quand je vais dans les quartiers, je rencontre un monde d'hommes. Il y a très peu de femmes qui viennent en même temps. Mais elles sont quelque part. Elles ne sont pas forcément dans l'endroit où il y a ces jeunes, mais elles sont un petit peu plus loin. Donc, si on veut améliorer les relations entre les uns et les autres, si on veut diminuer la violence, il faut recréer de la mixité entre les femmes et les garçons, quoi. Alors, enfant du quartier du Val-Fouré à Mantes-la-Jolie en région parisienne, vous êtes tombé dans la délinquance. Vous avez fait au total en cumulé 5 ans de prison, notamment pour braquage. Et vous racontez que les seuls qui vous ont tendu la main à un moment donné, tendu les bras même, c'était les voyous. Tout à fait, oui. Quand tu te sens exclu, quand tu te sens, on te met au fond de la classe, quand tu as l'impression que chez toi, tu n'as pas ta place, quand tu vois que partout tu es stigmatisé comme un mauvais, tu as tendance à aller dans la rue et les seuls qui viennent te voir, c'est les gens qui vivent la même situation que toi et certains sont dans la délinquance. C'est pour ça que si les gens honnêtes ne tendent pas les bras à ces jeunes-là, il y en a d'autres qui vont leur tendre les bras. Alors vous avez donc connu, vous, la prison. Vous intervenez vous-même aujourd'hui dans des maisons carcérales, dans des maisons d'arrêt, auprès des détenus. Quel travail faites-vous auprès d'eux ? J'y vais dans le cadre de la prévention de la récidive, essayer d'avoir un discours pour éviter que quand il sort de prison, il récidive. Mais souvent, c'est ce qu'on dit. On dit que la prison détruit plus qu'elle ne construit et que lorsque les détenus ressortent, ils sont plus dangereux pour eux-mêmes et pour la société. Pour certains, c'est une réalité. Il y a une partie qui ne récidive pas. C'est pour ça qu'il faut augmenter les actions de prévention et de réinsertion en milieu carcéral. Ouais. L'arrivée de nouveaux moyens de communication comme les téléphones dans les prisons, c'est selon vous une bonne chose ou pas ? Pour moi, c'est une bonne chose parce que ça permet de tisser des liens avec la famille, de tisser des liens. Après, on peut les contrôler, ces téléphones, on peut écouter, les mettre sous écoute. Mais l'important, ils ont des téléphones, c'est pas par rapport au business, c'est d'abord pour rester en lien avec leur famille. Vous appelez dans votre nouveau livre, Yazid Kerfi, je cite, à repenser la politique de la ville. Très franchement, vous le savez, ça fait 30 ans, même plus en France, 40 ans, qu'on entend parler de politique de la ville. C'est quoi la grande priorité aujourd'hui, selon vous ? D'abord, c'est important, la politique de la ville, ça permet aussi de changer les choses. Mais l'important, c'est de travailler sur l'humain. On met trop d'argent dans les murs en même temps. Ce qu'il faut, c'est un peu plus dans le vivre ensemble. Je prends un exemple. Les plans en rue, c'est des milliards dans ces quartiers. On sait que les jeunes sont dans les halls d'immeubles. On n'a pas pensé à la place des jeunes en même temps. Il faut que dans chaque quartier, il faut que les architectes réfléchissent à un espace où les jeunes peuvent se retrouver. Si on ne veut pas qu'ils restent dans les halls, il faut peut-être leur ouvrir des lieux à ces moments-là. L'ANRU, c'est l'Agence nationale de rénovation urbaine. Vous parlez aussi dans ce livre d'état d'urgence, de la rencontre, bien entendu, comme un pied de nez à ce qu'on appelle l'état d'urgence et le tout sécuritaire. Alors, vous venez d'être nommé le 27 décembre, juste après Noël, par le préfet de la région Île-de-France en tant que personnalité qualifiée au Conseil économique, social, environnemental, régional. Quel sera votre rôle au juste ? Moi, c'est à donner une parole différente. Je connais le terrain, notamment des quartiers populaires. Ouais. C'est apporter d'autres éléments. Ça me donne un petit peu plus de pouvoir. Ça permet de changer un petit peu les choses sur certaines choses avec ce qu'on peut faire en même temps. Mais c'est-à-dire que ma parole sera un petit peu différente de d'autres et en même temps, on a besoin de l'entendre. Et l'enseignement, Yazid Kerfi, de votre livre, c'est aussi que l'espoir est toujours permis. Il faut seulement faire les bonnes rencontres et que l'on tende les bras aux plus fragiles. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau pour témoigner. Guerrier non violent, c'est aux éditions La Découverte.